Ma femme m'a annoncé qu'elle entretenait une relation avec quelqu'un d'autre depuis des années et, fait encore plus dévastateur, que Nathan n'était probablement pas mon fils biologique. Le monde s'est arrêté de tourner pendant que ces mots résonnèrent dans ma tête comme des coups de tonnerre. J'ai exigé de connaître l'identité de cet homme, me préparant mentalement à entendre le nom d'un collègue ou d'un ami commun. La réponse d'Élise m'a plongé dans un abîme de confusion et d'horreur. Mathieu, mon propre frère, celui qui avait empoisonné mon enfance, prolongeait sa torture dans ma vie adulte. Élise m'a expliqué, les yeux baissés, comment leur relation avait commencé lors d'une visite familiale à Lyon, peu après notre mariage. Curieuse de comprendre la dynamique familiale complexe dont je lui avais parlé, elle avait tenté de se rapprocher de Mathieu, espérant naïvement réconcilier les deux frères. Mathieu avait saisi cette opportunité, utilisant son charme habituel pour la manipuler, partageant des versions déformées de notre enfance, où il se présentait comme la victime de ma jalousie. Progressivement, il avait créé un lien émotionnel avec Élise à travers des conversations prétendument profondes, où il ouvrait son cœur. Quand j'avais traversé une période difficile au travail, Mathieu s'était proposé d'aider Élise avec Nathan et les tâches domestiques, s'introduisant insidieusement dans notre intimité familiale. Leur première relation physique était survenue après une dispute particulièrement intense entre Élise et moi. Mathieu, présent comme par hasard ce jour-là, l'avait consolé, transformant ce moment de vulnérabilité en une trahison fondamentale. Par la suite, il avait convaincu Élise que leur connexion était exceptionnelle, que son mariage avec moi était une erreur, mais qu'elle devait maintenir les apparences pour Nathan. Face à ces révélations, je n'ai pas crié, je n'ai pas cassé, de vaisselle comme dans les films. J'ai simplement préparé une valise, collecté les documents importants et quitté l'appartement sous les supplications d'Élise qui invoquait le bien de Nathan pour me convaincre de rester. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel anonyme du centre-ville de Bordeaux, j'ai contemplé comment ma vie s'était effondrée pour la deuxième fois. Le lendemain, j'ai pris un train pour Lyon. Dans le salon familial, où tant de souvenirs douloureux résidaient encore, j'ai annoncé à mes parents la trahison de leur fils cadet. Ma mère a immédiatement rejeté mes accusations, fidèle à son habitude de protéger Mathieu. J'ai alors appelé mon frère en haut-parleur devant eux. Après des dénégations initiales, confronté à la mention des aveux d'Élise, il a finalement admis la vérité, tentant pathétiquement de rejeter la faute sur elle, prétendant qu'elle l'avait séduit et qu'il était la vraie victime de cette situation. La réaction de mon père a été glaciale et définitive. Dans un discours bref mais incisif, il a exprimé sa déception face à cette ultime trahison, annonçant qu'il cesserait immédiatement de financer les études de droit que Mathieu avait entreprises après plusieurs réorientations infructueuses. Ma mère, pour la première fois de ma vie, semblait incapable de défendre son fils préféré, son visage reflétant la réalisation tardive des conséquences du favoritisme qu'elle avait pratiqué pendant des décennies. Avec l'aide de mon père et de son réseau professionnel, j'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille à Bordeaux. Le test de paternité, réalisé quelques semaines plus tard, a confirmé ce que je redoutais. Nathan, l'enfant que j'avais élevé et aimé pendant 7 ans, n'était pas biologiquement le mien. Cette révélation a brisé quelque chose en moi que je savais irréparable. Malgré l'amour que je portais à ce petit garçon, je ne pouvais plus le regarder sans voir le visage de Mathieu, sans ressentir la douleur de la trahison. La procédure de divorce s'est déroulée dans une atmosphère tendue mais civilisée. J'ai renoncé à la garde partagée, un choix déchirant, mais nécessaire pour ma santé mentale. Élise, peut-être par culpabilité, n'a pas contesté mes conditions concernant le partage des biens. J'ai déménagé dans un appartement plus petit à Nantes, cherchant à m'éloigner géographiquement des souvenirs tout en restant à une distance raisonnable de mes parents vieillissants. L'adaptation à ma nouvelle vie de célibataire a été un processus graduel, fait d'avancées et de recul. J'ai appris à cuisiner pour une personne, à apprécier le silence qui n'était plus chargé de tensions non dites, à reconstruire une routine centrée sur mon bien-être. Mon père, dans un geste significatif, m'a informé qu'il avait modifié son testament pour me désigner comme unique héritier, à l'exception d'un euro symbolique laissé à Mathieu pour éviter toute contestation légale. 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un appel de Mathieu. Sa voix, habituellement assurée, trahissait une panique nouvelle.
Expulsé de son appartement faute de pouvoir payer le loyer, confronté aux demandes de pension alimentaire d'Élise, il me suppliait de l'aider financièrement ou d'intercéder auprès de nos parents. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une forme de pouvoir dans notre relation asymétrique. Mon refus catégorique a été suivi d'une explosion émotionnelle où mon frère, en larmes, a décrit comment toute la famille élargie lui avait tourné le dos. Comment même nos cousins refusaient de lui adresser la parole aux réunions familiales auxquelles il n'était plus convié. Un bref instant, j'ai ressenti une pointe de compassion, rapidement balayée par le souvenir des années de souffrance qu'il m'avait infligées. Plus tard ce jour-là, ma mère m'a appelé, me révélant qu'elle maintenait des contacts secrets avec Mathieu, lui envoyant occasionnellement de petites sommes d'argent à l'insu de mon père. Elle m'a supplié de garder ce secret, mais ma loyauté envers mon père était désormais inébranlable. Quand je l'ai informé de ces communications clandestines, il a posé un ultimatum à ma mère, choisir entre son mariage de 40 ans ou son fils manipulateur. Les 5 mois suivants ont été remarquablement paisibles. Ma relation avec mon père s'est approfondie à travers des déjeuners hebdomadaires dans un petit restaurant près du vieux port de Nantes. Ma mère, ayant finalement choisi de préserver son mariage, respectait strictement l'interdiction de contact avec Mathieu, bien que je percevais parfois une tristesse résignée dans son regard. Par des parents éloignés, j'apprenais que mon frère et Élise vivaient désormais ensemble dans un studio à Marseille, après que Mathieu ait été contraint d'abandonner ses études de droit faute de moyens. Ma carrière professionnelle a pris un tournant positif avec une promotion au poste de directeur juridique adjoint, reconnaissance de mon investissement accru dans le travail qui était devenu un refuge thérapeutique. J'ai consciemment choisi de ne pas m'engager dans de nouvelles relations romantiques, préférant investir ce temps dans ma guérison personnelle. Sur les conseils de mon père, j'ai commencé une thérapie avec un psychologue spécialisé dans les traumatismes familiaux, Dr Bernard à Nantes, qui m'aidait progressivement à démêler les fils complexes de mon histoire familiale. Dans ce cabinet aux murs bleu pâle, j'ai commencé à comprendre comment le favoritisme maternel avait façonné non seulement mon enfance, mais aussi les choix de mon frère, comment nos deux trajectoires avaient été déformées par cette dynamique toxique. Sans excuser ses actions, j'entrevoyais les mécanismes qui avaient conduit Mathieu à devenir l'homme qu'il était, un homme capable de la pire des trahisons envers son propre frère. Ce soir, en regardant le soleil se coucher sur la Loire, depuis mon balcon, je réalise que le chemin vers une véritable guérison sera long, sinueux, peut-être infini. Mais pour la première fois depuis que le monde s'est effondré sous mes pieds, ce soir d'automne à Bordeaux, je ressens l'ébauche d'une paix intérieure, la possibilité d'un avenir qui ne serait pas entièrement défini par les blessures du passé. Demain, je visiterai une galerie d'art contemporain qui expose les œuvres d'un artiste dont j'admire le travail, un petit acte de joie délibéré dans cette nouvelle vie que je construis, pierre par pierre, jour après jour.